Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Piat, je suis diagnostiqué Asperger, je suis intervenant dans l'autisme et aussi je suis formateur dans l'autisme. Je voulais évoquer avec vous une thématique très importante à mes yeux, c'est les soins dans l'autisme. C'est un sujet particulièrement d'importance parce que les personnes autistes et les parents rendent souvent compte des difficultés qu'ils ont à avoir des soins de qualité, particulièrement en France. Donc on va commencer par travailler en premier point les spécificités de l'autisme, en deuxième point des idées pour favoriser un bon parcours de soins, et en troisième point travailler les soins en urgence. À savoir que si j'étais en formation, il faudrait intégrer beaucoup de choses au préalable. Donc je vous conseille, cette formation en elle-même ne suffit pas, enfin ce temps-là de vidéo en lui-même ne suffit pas, il faut aller plus loin dans les sensorialités, dans les comportements, dans la communication des personnes autistes, évidemment. Donc, en introduction, on va partir d'un constat qui est assez dramatique et je voudrais pas qu'il devienne, parce que j'ai déjà fait un sujet sur Aspi Conseil et une image sur Aspi Conseil, j'ai compris que les parents étaient souvent, comment dire, en anxiété par rapport à ce que j'écrivais. En fait, si j'ai envie de partir de ce constat dramatique, c'est parce que celui-ci impose d'agir et de sauver des vies. C'est pas du tout l'idée de faire peur aux parents. Non, la peur, elle doit être le moteur de l'action. L'action des parents, l'action des structures et l'action aussi des soignants. Donc, il faut donc on prépare d'abord les soins dans l'autisme, que les services d'urgence soient plus adaptés et pourquoi pas recevoir une mini formation dans l'autisme, que on puisse travailler sur la préparation des soins hors période de crise, comme je disais, en période de crise, on ne peut pas faire la même chose. S'il doit aller directement aux urgences, on ne va pas pouvoir préparer ce soin-là. Mais par contre, si on a eu l'idée avant de préparer différents types de soins, on aura une personne qui va se montrer beaucoup plus réceptive aux soins. Et puis le suivi, parce qu'il manque aussi le suivi des soins pour les personnes autistes. Donc malgré tout, je voulais évoquer les causes de décès prématurés dans l'autisme, parce que c'est un constat qui incite à agir. Il y a effectivement des décès prématurés dans l'autisme, il y a effectivement une espérance de vie moindre, elle est difficile à évaluer, mais on pourrait dire qu'elle est au moins de 15 ans. Et pourquoi est-ce cela? Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses, mais les causes, ça peut être le retard de diagnostic, et le retard de diagnostic parce qu'on met tout sur l'autisme, parce qu'on ne comprend pas la personne quand elle a mal, parce qu'elle-même ne sent pas qu'elle a mal aussi, c'est aussi une chose qui peut arriver, ou parce qu'elle a des nouveaux comportements qui peuvent être de type se frapper. Je vous renvoie à mon autre vidéo sur les comportements. Et se frapper, ça peut être, comme je le dis souvent dans les bons enfants du ski, c'est taper par exemple pour ne pas sentir une autre douleur. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de faire de l'extinction ou le fait d'aller. Si on ne connaît pas la fonction du comportement, il faut la rechercher. Et je vous renvoie à l'autre vidéo. Vous pouvez aussi avoir des maladies cardiaques et circulatoires parce que les personnes autistes sont souvent dans des structures, hélas, et des fois dans les structures, malheureusement, elles n'ont pas le sport adapté à elles. Et du coup, il va y avoir des tendances à l'obésité, mais il va y avoir aussi un risque lié, j'en parlerai un peu plus loin aussi, ces maladies cardiaques et circulatoires, à cause de la prise de neuroleptiques qui est quand même très importante pour les personnes autistes. Alors, neuroleptique ou psychotrope au sens large, qui est très importante chez les personnes autistes. Il y a bien sûr le risque suicidaire, ça concerne peut-être plus des personnes comme moi, et qui réduit. Voilà, il y a beaucoup d'études, si vous voulez, j'en mettrai en commentaire. N'hésitez pas à me demander des études ensuite. Il y a les crises d'épilepsie. L'épilepsie est plutôt une condition médicale très fréquente dans l'autisme. Donc, alors les chiffres varient. On parle des fois de 15%, des fois plus. Tout dépend de pas mal de paramètres. On dit que dans l'autisme, entre guillemets, plus sévère, il y aurait plus d'épilepsie. Mais voilà, je préfère
sur les chiffres, vous trouverez des chiffres très variables. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut toujours évaluer. Les maladies respiratoires, les auto-agressions, et oui, parce que des personnes qui se frappent la tête, ça peut entraîner des choses qui sont très difficiles. Et puis enfin, les risques liés à la prise de psychotropes, j'en ai plus ou moins parlé, il y a des risques métaboliques, il y a tout ça. Et puis, je suis désolé de le dire, je ne suis pas du tout opposé, je ne souhaite pas que la désinstitutionnalisation se fasse en une journée. Mais il est vrai que dans certaines structures, euh, du fait qu'il y a peu de stimulation, il y a peu de regard sur ce qui se passe, il peut y avoir des décès qui sont liés à la vie en structure aussi. C'est pas pour accuser qui que ce soit. Justement, cette vidéo, elle est là pour aider les personnes aussi en structure à être des détectives, des observateurs des personnes autistes pour que celles-ci prennent plus en compte les problématiques de soins. Alors, pourquoi cette espérance de vie moindre? Et on va prendre par exemple le retard de diagnostic. Alors, la première, c'est que c'est que parfois, les examens de contrôle n'ont pas été réalisés. Pourquoi les examens de contrôle n'ont pas été réalisés? Parce que la médecine préventive n'est pas très développée dans l'autisme. J'ai mis dans le TSA, dans l'autisme. Parce que, comme vous le voyez sur la planche que j'ai faite, il faudra penser à avoir un généraliste spécialiste de l'autisme, je ne peux pas l'examiner. Parce qu'une personne autiste peut être difficile à examiner et que dans notre société où les généralistes ont quand même beaucoup de travail, ce n'est pas évident pour eux de prendre en compte les personnes autistes. Et du coup, ça peut créer une absence de recherche diagnostique médicale, j'entends par là. Donc la problématique comportementale dans les examens et les soins. Alors la problématique comportementale, elle peut avoir deux choses, comme je mets ensuite. Elle peut effectivement empêcher, comme dans l'image, un examen satisfaisant en termes de recherche diagnostique, mais elle peut aussi être, pour les personnes du corps médical, l'idée que le problème n'est pas une maladie, mais l'autisme. Et que, en fait, la personne, elle souffre de son autisme. Et du coup, des parents qui viennent pour un enfant autiste qui a beaucoup de souffrance, qui se plaint, repartent avec de l'atarax. Donc là, il y a vraiment un problème. Donc on impute ce changement de comportement, le fait que l'enfant crie, l'enfant pleure, à l'autisme et non à une maladie sous-jacente. Pardon. Donc, quelles sont ces spécificités liées à l'autisme? Elles peuvent être liées à la condition neurologique particulière de l'autisme. Il peut y avoir l'accueil qui peut faire l'accueil et ce qui peut faire obstacle à une bonne prise en charge, qui va être problématique pour les personnes. Les perceptions, donc on va revoir un peu tout ça, c'est-à-dire les sensorialités qui vont faire que la personne ne va même pas sentir sa douleur. Ça peut arriver aussi bien à des personnes comme moi que des personnes qui ont un niveau qui n'ont pas une communication orale, par exemple. Et puis enfin, les difficultés propres aux soins, ce que j'évoquais tout à l'heure, et les comportements problématiques. Alors, avec Marina Petit, on avait fait ce schéma, où vous voyez beaucoup de choses qui sont des spécificités médicales liées à l'autisme et qui vont parfois être un obstacle aux soins. Donc, il y a effectivement tout ce qui va être l'accueil. Alors, en plus, avec là, moi je trouve que je ne l'ai pas refait, mais globalement, j'ajouterais aujourd'hui aussi le fait de savoir communiquer. Et attention, c'est-à-dire que, par exemple, un enfant autiste peut avoir entendu « j'ai mal au ventre » parce que ses parents l'ont dit, et du coup, il a associé ça plus ou moins à la douleur, mais pas au lieu où ça se passe cette douleur. Et du coup, il a peut-être mal aux dents et il dit « j'ai mal au ventre ». Donc c'est vrai que c'est pas évident pour la personne
qui est le soignant, de savoir qu'est-ce qu'on peut retirer des informations. Donc l'accueil, il y a le temps d'attente, c'est imprévisible, c'est compliqué. Il y a le manque d'informations, qu'est-ce qui va se passer. Il y a les aspects sensoriels qui sont négligés souvent parce que l'accueil, c'est beaucoup de bruit, c'est beaucoup de lumière, c'est des odeurs quand même fortes dans les hôpitaux, enfin vraiment. Et puis souvent, et c'est ce que je présenterai après, les personnes soignantes ne connaissent pas le mode de fonctionnement de la personne, donc si par exemple il faut l'hospitaliser, on ne sait pas, des personnes autistes qui ont quand même des rigidités alimentaires, qui vont avoir des particularités sensorielles, qui vont avoir des routines dont elles ont besoin, et ça ne sera pas en tenu compte. Il y a les troubles spécifiques, c'est-à-dire des conditions médicales qui sont très présentes dans l'autisme, l'épilepsie, les problèmes gastro-intestinaux, les surutilisations des neuroleptiques. Un jour, je ferai vraiment quelque chose parce qu'il y a un vrai problème sur les psychotropes en France pour les personnes autistes, les effets paradoxaux de certains médicaments, les problèmes d'hygiène bucco-dentaire, ça je peux vraiment en parler, les carences liées aux particularités alimentaires. Et puis, dans un autre versant, il y a la perception de la douleur. La personne est non-verbale, donc elle ne peut pas exprimer sa douleur. La personne est dans un mutisme parce qu'elle a tellement mal qu'elle n'arrive plus à parler. On va avoir des problèmes de socialisation, aller vers les autres, aller leur parler, aller parler à un soignant, c'est pas évident. Il y a tout ce qui va être hypo-hypersensorialité, qui est lié aussi bien à la douleur, on appelle ça je crois la noception, mais il faudra vérifier. Et puis il y a peut-être un mode spécifique d'expression de la douleur dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple dire j'ai mal au ventre alors que la personne a mal aux dents. Et puis il y a tous les comportements problématiques, par exemple, qui sont souvent très mal interprétés. Je vous le disais, une personne peut se frapper pour échapper à une douleur qui est à un autre endroit. Et moi, ça m'est souvent arrivé, et je pense que beaucoup de personnes font ça. Peut-être que ça vous est arrivé, même en tant que personne typique, de taper dans le mur tellement vous aviez mal. Voilà, ça c'est quelque chose ça. Il peut y avoir aussi un refus de soins, parce que la personne est en souffrance. Elle a peur, et en plus, rien n'est adapté à elle. Et puis, ça, on le reverra un peu plus tard. Tout ce qui est préventif est sous-estimé. Tout ce qui est, on a souvent on n'a pas géré les examens préalables. Et puis, on n'a pas préparé les soins. Et du coup, c'est vrai que ça ne facilite pas. C'est-à-dire qu'il y a du travail à faire du côté des soignants, mais évidemment, il y a du travail aussi à faire avant, au préalable, en famille, en structure, ou je ne sais où, mais en tout cas, du travail à faire en préalable. Donc, quelques idées pour favoriser un meilleur parcours de soins pour les soignants. Je suis désolé, j'ai mélangé la police, c'est horrible. Donc, adapter l'accueil. L'accueil, il doit être adapté à la personne autiste, à ses besoins. Ça peut être, on a pu, par exemple, moi j'ai envie de dire, faites quelque chose voilà. Par exemple, permettre que, par exemple, on va lui donner un box fermé, comme je mets à la fin. Permettre de tenir compte des particularités sensorielles. Ça peut être mettre un box fermé avec sa maman ou avec son conjoint. Ça peut être un moyen aussi de la rassurer dans un endroit où il y a peu de lumière. Alors je sais que les soignants sont surchargés de travail. Il n'est pas question ici d'accuser qui que ce soit. Mais en fait, quand même, je veux dire, la finalité pour les soignants, c'est aussi de permettre d'avoir des bons soins, y compris pour les personnes autistes. Donc, favoriser cela, c'est favoriser globalement le bien-être et c'est aussi favoriser votre efficacité par rapport à ce soin. Donc adapter les soins aussi, on va pouvoir utiliser du Méopa, du Patchemla selon ce qu'on a besoin, mais aussi sur les modalités d'intervention. Vous pouvez par exemple prendre le temps d'expliquer ce que vous allez faire, si c'est une personne autiste qui a les moyens de mieux le comprendre. Vous pouvez aussi demander aux proches, et ça c'est aussi important, bénéficier d'une coordination entre les différents acteurs, vous pouvez demander aux proches comment on peut communiquer avec la personne, et peut-être à travers d'une communication alternative augmentée, de pictogrammes, de dessins, d'images, je ne sais pas, on verra aussi Santé BD après, de lui mettre ce que vous allez faire. Et puis, rechercher la maladie
comme si la personne n'était pas autiste et parfois n'était même pas verbale. Alors, souvent on me dit oui, mais les personnes autistes, comment dire, elles sont, si elle est verbale, moi j'ai tenu compte de ce qu'elle disait. Oui, mais l'important aujourd'hui, c'est d'aller rechercher un diagnostic. Quand c'est finalement, si elle est non verbale, quand c'est un enfant, je n'ai pas l'impression qu'il n'y ait pas de recherche diagnostique. Quand c'est un bébé, je n'ai pas l'impression qu'il est préverbal, je n'ai pas l'impression qu'il n'y ait pas de recherche diagnostique. Je ne compare pas l'autisme avec être un bébé. Je compare le fait que la personne, le bébé, ne communique pas non plus ou elle a mal. Donc il faut en tenir compte de la même façon. Alors voilà, comment aider? Alors, par exemple, ce qu'on pourrait faire, bon, alors là, ça va aussi dans le parcours, je suis désolé, j'ai fait rapidement, si j'avais à faire une formation, je prendrais beaucoup plus du temps, mais des fois, ça se mélange un peu. Mais effectivement, adapter l'accueil, ça peut être aussi effectivement le repérage des locaux. Et si vous êtes parent ou éducateur, que vous savez que le centre de référence à côté du SAMU, c'est, je sais pas, bon, alors, pour prendre dans mon coin, c'est Orléans. Eh ben, vous allez filmer et vous demandez l'autorisation, je pense qu'ils vous la donneront, alors je n'en sais rien, les couloirs du CHRO. Et du coup, la personne saura où elle va aller. Vous pouvez filmer l'extérieur au pire, s'il ne vous donne pas l'autorisation. Mais au moins, il y a quelque chose. Il sait ce qui va se passer. Idéalement, pareil, former les personnes d'accueil. Et il est quand même incroyable qu'en 2020, puisque cette vidéo est de 2020, bientôt 2021, il n'y ait pas d'échelle non verbale dans chaque service d'urgence. Une échelle non verbale, c'est une impression, il y en a partout, ça peut être par exemple le SDDA, on l'imprime, on la passe dans la plastifieuse et on prend un stylo effaçable. Et on coche à chaque personne non verbale. Coût de l'opération, 20 centimes d'euros. Allez, non, j'exagère, allez, peut-être 1 euro. Et pourtant, avec ce 1 euro que vous mettez, vous facilitez y compris vos soins et vous réduisez le temps, puisque c'est finalement ça qui pose problème. Voilà. Bon, on peut travailler avec des scénarios sociaux. Je sais que mon scénario Weebly, mon scénario social Weebly en a fait un. Il y a bien sûr tous les scénarios sociaux de santé BD. On peut adapter les soins dont je parlais. On peut par exemple proposer aussi des anesthésies, des fois quand c'est obligatoire, parce que la personne ne peut pas passer une IRM sans bouger, ça arrive. Il faut faire une anesthésie, c'est comme ça. Voilà, on peut avoir des interlocuteurs privilégiés. Si toutes les personnes des urgences ne peuvent être formées, pourquoi ne pas former des référents, par exemple? Et puis, on verra, mais ça sera plus, on peut proposer des solutions préventives, où on va élaborer des solutions hors période d'urgence. Pour prendre en compte la douleur, on utilisera des échelles qui sont spécifiques. Alors, là j'avais mis à l'époque la Dolo Plus, je crois qu'il y a la San Salvador, tout ça, mais aujourd'hui on va plus se focaliser sur des échelles spécifiques de l'autisme, sachant qu'il y a des échelles spécifiques non orales pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont non orales et qui ont besoin d'échelles spécifiques de la douleur. Et puis, pourquoi pas utiliser des pictogrammes ou le langage de communication alternative et augmentée de la personne. Du coup, il faut être en accord il faut être en discussion avec la personne qui l'accompagne. Pourquoi pas textuel pour des personnes comme moi qui seraient tellement en douleur qu'elles n'arrivent plus à parler, ou parce que c'est une telle phobie sociale, parce que des fois dans les comorbidités il peut y avoir de la phobie sociale, qu'elles ne peuvent plus parler, elles sont en mutisme, utiliser du textuel, ça peut être une solution. Enfin, on peut préparer ce parcours de soins. Donc préparer ce parcours de soins, ça peut être d'abord apprendre à l'enfant ou à l'adulte, j'ai mis à l'enfant, mais c'est bien sûr à tout le monde, toutes les personnes, à communiquer sur les parties de son corps. On va faire du travail, donc on va lui faire alors s'il est oral,
On fera par exemple ce qu'on appelle de l'échoïque, donc il va répéter les mots au début, puis après on va lui désigner le lieu, enfin le parti du corps, qu'est-ce que c'est ça, etc. En lui soufflant, puis on va estomper, etc. Et du coup, on va l'aider à pouvoir nommer les parties de son corps. On va travailler sur les sensorialités, par exemple avec un programme sensoriel. J'ai mis un livre, j'ai mis Amazon parce que je ne connais pas ce livre ailleurs, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça s'appelle Hands-on Activity on Sensory quelque chose de Garland. Mais il y en a sans doute d'autres où on va travailler le chaud, le froid, les palapicots, etc. On a un programme pour apprendre la personne à reconnaître à la fois le chaud, le froid, ce qui peut l'aider aussi hein, dans les soins, à quelque chose qui est désagréable au toucher, quelque chose qui est agréable au toucher, etc. On peut aussi mimer des examens en établissement ou chez des proches. Par exemple, là j'ai pris une mallette très simple. Hein. Cette mallette, alors le désavantage de cette mallette, c'est que tout est en plastique. Donc on n'a pas la même sensation. Mais en structure, je pense en femme ou en masse, il y a toujours une infirmière. Une infirmière, elle a en général, il me semble, un stéthoscope et une prise de la tension. Donc même si c'est une personne dont on n'a pas besoin de prendre, pour laquelle on n'a pas besoin de prendre attention, on peut utiliser ce genre de choses. Ça peut être très très utile. Et puis, ben voilà, apprendre peu à peu la personne à montrer où elle a mal. Donc, je vous dis pas de lui faire mal pour que vous, voilà, mais ça peut être des choses comme ça, c'est-à-dire du travail préalable pour permettre de favoriser un meilleur accès aux soins. Hein, dans ce travail préalable, on a aussi ce que je vous disais, la vidéo, le lieu. On va pouvoir préparer des examens. Si on sait par exemple que la personne, elle a, je sais pas, une IRM, c'est un peu fort. Elle a une prise de sang. On a sur santébd.org le moyen de développer un scénario social en choisissant si le médecin c'est un homme ou une femme. Alors là, parfois ça va être un peu compliqué de savoir parce qu'en plus la prise de sang c'est souvent fait par une infirmière ou un infirmier. Donc voilà. Mais en tout cas, si la personne est un enfant, un adulte, si c'est un homme ou une femme, donc voilà, vous préparez ce scénario social, vous lui présentez plusieurs fois, vous utilisez une fausse seringue, ça peut être vraiment utile. Vous pouvez et vous allez l'aider comme ça à savoir ce qui va se passer. Et du fait de la prévisibilité de l'examen, vous allez du coup ça va être beaucoup plus simple pour la personne d'avoir un examen qui va être renforçant, enfin qui va être pas désagréable. Parce que c'est ça le but. Parce que si vous faites beaucoup d'examens désagréables pour la personne, elle va forcément assimiler l'hôpital à un endroit où c'est désagréable. Et du coup, vous allez avoir des troubles du comportement. Alors, vous allez me dire, on va pas lui donner un bonbon à la fin. Mais je ne sais pas s'il faut donner un bonbon à la fin. Mais lui donner une activité agréable, pourquoi pas? C'est ce qu'on fait avec des personnes, avec des enfants, et même parfois avec des adultes, hein, non autistes, parce que voilà, moi je vous avoue, quand je vais faire un examen, bah, j'essaye justement de trouver quelque chose d'agréable ensuite, parce que pour moi c'est vraiment une torture d'être en termes de sociabilité, etc. Donc voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas du dressage, c'est simplement permettre de pas rester sur un moment où c'était désagréable. Là, par exemple, je vais devoir encore aller chez l'ORL, ça veut dire ça va être hyper intrusif dans mes oreilles. Bon, c'est quelque chose que je déteste et que je dois faire tout le temps. Ensuite, élaborer un suivi pour la personne. La personne autiste, elle a besoin d'un suivi comme toute personne typique, déjà, au minimum. C'est-à-dire qu'elle doit avoir des mesures prophylactiques comme une personne typique. Alors, je suis désolé, il y a un S à personne typique, à une personne typique, mais par exemple, un examen colorectal, enfin, pas colorectal, mais par exemple,
par exemple un suivi correct pour le cancer du côlon, une mammographie, c'est des choses qu'on voit dans la population typique. Et finalement, être autiste et avoir 40 ans et être une femme, ça ne protège pas du cancer du sein. Ça paraît... Donc, il faut de la même façon faire des dépistages réguliers. Il faut de la même façon faire un suivi médical régulier. On pourrait aussi travailler, et j'ai envie de dire ça aussi c'est très important. Alors il y a eu quelques petites initiatives, mais ça reste encore mineur. Travailler un livret d'accompagnement et de communication. Où sont notés? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Les diagnostics. Par exemple, elle a une épilepsie, elle a comme moi un syndrome d'apnée du sommeil, elle a... Voilà, tout ça qui est important à savoir. On pourrait aussi y noter les particularités. Alors, si on a fait un profil type Dunn, on sait que par exemple, elle est hyposensible, elle est hypersensible tactile, elle est hypersensible au bruit. Donc, on va essayer de favoriser avec ce petit livret qui serait remis le fait d'être dans un lieu calme, peut-être d'être seul dans la chambre. On pourrait aussi, par rapport à la douleur, par rapport à l'alimentation, imaginez une personne autiste qui se retrouve à l'hôpital, qui se retrouve seule déjà, donc c'est très anxiogène, et qui en plus, on lui propose des choses et elle n'aime rien. En plus, ça peut induire des problèmes, on va croire qu'elle veut plus rien manger, etc. Donc voilà. Et puis, assurer tout au long de la vie un suivi médical peut-être un peu plus propre à l'autisme, c'est-à-dire un peu plus propre à ce qui arrive dans l'autisme. Il y a des conditions médicales qui semblent arriver plus souvent dans l'autisme, l'épilepsie en est une, mais il y en a d'autres. Il faut, et qui sont malheureusement moins identifiables, il faut travailler là-dessus. Alors évidemment, là, je peux pas dire que c'est exhaustif ce que j'ai fait. On a fait 30 minutes, donc c'est pas exhaustif. Mais j'ai envie de dire, à la fin de ça, à la fin de cette vidéo, je vous invite à réfléchir aux soins somatiques, à comment les aider au mieux. Il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup de choses. Plus vous serez formé à l'autisme, mieux les soins se passeront. Donc je vous renvoie déjà à la formation de Jia Seravan, qui était, disons, parce qu'il est en la retraite, qui est le spécialiste aujourd'hui des troubles de l'accueil des soins chez les personnes autistes. Je vous renvoie à son échelle de la douleur qui est très intéressante parce que en fait elle se base sur un changement comportemental. Le gros problème en fait des échelles typiques, c'est qu'elles vont pas travailler sur les changements comportementaux. Un changement comportemental, dès qu'il y a un nouveau comportemental qui est apparu, il faut au minimum chercher pourquoi il est arrivé et si c'est pas un problème de soins. Santébd.org aussi. Bon, j'avais fait un sujet sur Aspi Conseil et je vous renvoie à comprendre-l'autisme.com qui est un très bon site et qui aussi permet vraiment de voir beaucoup de spécificités de l'autisme. Dans tous les cas, je vous invite vraiment à creuser cette question et à ne pas rester que sur cette vidéo de 30 minutes, mais à aller plus loin. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez commenter sur la partie prévue à cet effet sur YouTube. Je vous remercie et j'espère que vous aurez appris des choses et j'espère surtout que les personnes autistes que vous aurez peut-être à soigner bénéficieront d'un meilleur accompagnement. Au revoir.